17 mai 1997, 17 mai 2021. Que restait-il de cette date de la révolution en République démocratique du Congo? Est-ce réellement une véritable révolution? Quels sont les acquis? Nous allons essayer d'en parler dans ce plateau spécial. Et aussi, deuxième thématique, la relance de l'économie des États africains après la Covid-19. Vous le savez très bien, beaucoup de chefs africains se retrouvent en ce moment à Paris. Il y a aussi notre président, notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui cache cette visite au niveau de la France. Pour en parler, Jérôme Sekana. Bienvenue, monsieur Jérôme. Merci. Voilà, Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes tous éditorialistes. Nous allons essayer certainement de pouvoir en débattre et aussi parler. Comme nous sommes en République démocratique du Congo le 17 mai, déjà plusieurs personnes, on peut appeler certains opportunistes, appellent certainement à la suppression de cette date du 17 mai 1987. Jean-Marie Kassamba, est-ce que c'est opportun par rapport à ça? D'abord, je pense que la classe politique congolaise est à réinventer. La classe politique congolaise est à réinventer. Pourquoi? Parce que elle récidive, elle répète le même comportement depuis 1960. Le comportement des renoncements, le comportement des trahisons, le comportement d'inconstance, qui fait qu'aujourd'hui, 17 mai, ça devrait être un jour de réjouissance, mais également de méditation sur le parcours des 30 ans de combat de M. Laurent Désiré Kabila. Rappelez-vous, en 1960, lorsque Lumumba, Premier ministre nationaliste, est assassiné, Mouzé a dit qu'il devait être le deuxième Lumumba. 40 ans plus tard, il a été assassiné. Il faut vous rappeler également que Lumumba avait des compagnons. Ses compagnons ne juraient que par lui. Depuis la table ronde, depuis les élections de 1960, depuis que Lumumba lui-même a été Premier ministre, grand leader nationaliste, etc., il avait des compagnons. Beaucoup d'ailleurs du MNC s'est retrouvé en lui, y compris même au-delà du MLC, parce que même Kasavubu était associé à Lumumba. Mais lorsque Lumumba meurt, ses propres compagnons l'ont trahi, l'ont abandonné, l'ont renié. Poignée de quelques résistants, une partie est partie vers la province orientale pour faire la révolution que vous savez, un peu Moulélé, un peu ce qui s'est passé à Brazzaville. Tout le reste, la majorité, s'est aligné sur le pouvoir de Kinshasa, avec Kasavubu et ensuite Tshombe, etc., etc. Et d'ailleurs, quand vous voyez sur cette photo Tshombe derrière Kasavubu, parce qu'il était nommé Premier ministre en 1964, à peu près, enfin, un peu après que Lumumba soit mort, le même Tshombe a été trahi par ses propres compagnons, non seulement qui étaient avec lui au Katanga, mais qui était avec lui ici à Kinshasa. Tshombe était majoritaire. C'est lui qui devait d'ailleurs être président de la République. Mais la CIA, les Américains, les Belges ont travaillé pour que Tshombe soit neutralisé. Il est mort en exil en Algérie, enlevé, ramené là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, Tshombe n'a pas été rapatrié ici pour être enterré. Les compagnons de Tshombe l'ont trahi, se sont alignés derrière Mobutu en 1965, quand celui-ci fit son coup d'État. Ce coup d'État de 65, Mobutu qui était secrétaire de Lumumba, rappelez-vous, Mobutu qui était avec Tshombe, l'a fait avec les généraux, certes, mais ces généraux, pour la plupart, l'ont trahi quelques mois plus tard, quelques années plus tard, parce qu'ils voulaient même le renverser. En 67, ils créent le MPR avec Tshisekedi et les autres. Lorsque, en 1978, j'abrège pour qu'on puisse avancer dans cette émission. Je vous fais un peu l'état des lieux. Que reste-t-il de la révolution de Mouzé? En 1978, lorsque les 13 parlementaires écrivit leur lettre ouverte au maréchal Mobutu à l'époque, le général n'était pas encore maréchal, pour dénoncer les dérives dictatoriales, la gabegie, mauvaise gouvernance, etc.
Parmi ces 13 parlementaires, il y avait Etienne Tshisekedi, les Ngaloula Pandangila, Birundo, etc. Jusqu'en 82, ils créent leur parti, l'UDPS. Entre 82 et 90, que des renoncements à ce qui a été écrit dans ces 13 parlementaires. En 1990, le compagnon de Mobutu, avec lesquels ils ont créé le MPR, ils ont géré le Zaïre, ils ont détourné avec tout ce que vous avez connu d'opulence. À peine Mobutu compris effectivement qu'il fallait tourner la page du monopartisme à Lancélé, tout le monde, Abakos, foulard assorti, se sont retrouvés à Lancélé, chantant pour le maréchal, et ils n'avaient pas connaissance du contenu du discours. Aussitôt terminée la fameuse phrase « Comprenez mon émotion », parce que Mobutu demandait que le MPR se trouve un nouveau président, et ce nouveau président, parce que si vous êtes président du MPR, vous êtes de facto président de la République. Lorsqu'il disait ça, fatalement, il cessait d'être patron de tous ces gens qui étaient à Lancélé. Dans la salle même, certains ont commencé à composer les statuts de leur nouveau parti politique. Sur les chemins de Lancélé, en venant ici, à Kinshasa, tous ces gens ont commencé, chacun à créer son propre parti politique. Qu'avons-nous pas connu au niveau de la conférence nationale souveraine? On a crucifié Mobutu. On a tout mis sur la tête de Mobutu, pensant que Mobutu était la bête, le diable. Comme si Mobutu avait tout géré seul. De 90 à 97, que du gaspillage. Jungle. Mobutu s'est réfugié à Kawele là-bas, en forêt équatoriale, seul. Tous ces gens qui ont détruit le pays avec lui pendant 38 ans sont restés à Kinshasa, vociférant, oubliant même tout ce qu'ils ont eu comme avantage. Le pauvre Mobutu est mort au Maroc, laissant derrière lui toute une vie. Regardez-les sur Otenika lorsque Mouzé est en train de dire « Mon frère, va te reposer, Mandela au milieu ». Il n'avait plus personne de tous ces gens qui étaient avec lui pendant 40 ans. Le même Mouzé, après 30 ans de guerre, 30 ans de maquis, 30 ans de combat, arrivant ici à Kinshasa, le 17 mai, le 16 et le 17 mai, Mouzé. Mais tout le monde a applaudi, tout le monde a crié, tout le monde a dit on était des esclaves, on nous a maltraités, etc. Le libérateur est là, on va enfin reconstruire notre pays. Et Etienne Tshisekedi l'appelait même mon frère. Mouzé. Il y a eu certes quelques arrestations de Mobutistes, mais en réalité, Mouzé n'a travaillé qu'avec les Mobutistes qui avaient renoncé à Mobutu. Certains sont même devenus ses porte-parole. Voilà pourquoi il faut réinventer cette classe. Alors, je vais terminer par Joseph Kabila. Tous ces Mobutistes qui étaient avec Mobutu, les militaires y compris, se sont alignés derrière Mouzé. Ils sont devenus même plus mouzéistes que Mouzé, arborant les pagnes avec son effigie, chantant. Mais, comme Mouzé, peut-être l'erreur de s'être accompagné par des Rwandais, les Ougandais, etc., eh ben, il a voulu redevenir nationaliste comme il l'était, pur sang, pur sucre. Il a été sacrifié par l'impérialisme. On l'a coupé la tête, il est parti. Son fils prenant le pouvoir, que c'est-il de 17 mai. Voilà, quand il salue son fils comme ça, c'est-à-dire qu'il avait déjà préparé la continuité de cette révolution. Son fils déjà général, prenant le pouvoir, il a récupéré qui? La majorité des Mobutistes. Quelques-uns, comme le général qui est avec lui là, en train de regarder cette carte pendant la guerre. Voilà, le jeune Joseph Kabila, général de son État. Eh bien, ces mouzéistes, comme général Selouache, je pense, Luecha. Eh bien, ils ont dit à Joseph Kabila, nous allons être avec toi. Tu vas être le digne héritier de ton père. Nous allons t'accompagner dans ce combat. Regardez le jour de prestation de serment. Regardez derrière Joseph Kabila. Vous allez reconnaître quelques figures
qui sont encore en service aujourd'hui. Joseph Kabila, pensant qu'il avait affaire à la classe politique d'une certaine probité, d'une certaine constance, d'une certaine fidélité. Pendant 18 ans, Joseph Kabila a travaillé avec ces gens, donnant des postes, des avantages, des libéralités. Pendant 18 ans, il a donné la possibilité à cette classe politique d'être des hommes d'État. En 1900, ou plutôt 2018, je vais me dire même 2014, 15, certains d'entre eux, sentant le deuxième mandat de Joseph Kabila, qui ne pouvait plus aller au-delà, pensant que Kabila allait se cramponner au pouvoir, ils ont changé Kazakh. Ils ont commencé à torpiller leur propre pouvoir, en commençant par ses propres frères, de sa propre province. À la Senko, ceux qui ont signé contre la présence de Joseph Kabila, ce sont ceux qui ont été avec lui pendant 18 ans. FCC. Avec la transmission pacifique du pouvoir, Joseph Kabila, pensant que la classe politique congolaise pouvait être cohérente, pensant qu'en donnant ce pouvoir à son frère et président nouvellement installé, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'on pouvait compter sur cette classe politique pour construire une vraie démocratie, un vrai développement. Eh bien, il s'était trompé, Joseph Kabila. Il s'est retrouvé, bien évidemment, au FCC, avec les gens inconstants, qui n'ont pas hésité une seule seconde de changer Kazakh et de devenir désormais le membre éminent de l'union sacrée, sous la tente avec Félix-Antoine Tshisekedi. Cette classe politique est à réinventer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes les 17 mai. Combien revendiquent le combat de Musée? Combien aujourd'hui sont en train de penser tout simplement que Musée leur a permis de devenir des hommes d'État avec autant d'avantages, autant de postes, autant d'histoires? Très rare. Très rare. Les militaires y compris. Et donc, juste pour chuter dans cette présentation un peu éditoriale, nous avons une classe politique, malheureusement, qui n'a pas de mémoire. Ceux qui sont avec Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui, qui parlent l'union sacrée, ils ne vont pas hésiter de disparaître, de chanter l'autre chant très rapidement lorsqu'ils sentiront que la signature n'est plus entre les mains de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous devons, la jeunesse qui nous suit aujourd'hui, doit savoir que la politique, que la nation, que les affaires de l'État se gèrent avec de la constance, des valeurs, une certaine probité. Malheureusement, nous n'avons pas une classe politique dans ce sens. Voilà, nous n'avons pas une classe politique dans ce sens. Monsieur Jérôme Sakane, est-ce que la révolution n'était pas terminée avec Mzee Laurent Désiré Kabila? Mzee Laurent Désiré Kabila est parti avec sa propre révolution, ou faudra encore continuer parler de la révolution après Mzee Laurent Désiré Kabila? En tout cas, on peut le dire, hein, parce que ce que nous vivons là, c'est une désillusion. Désillusion. Mzee Laurent Désiré Kabila avait un rêve de doter ces pays d'hommes d'État, pas des affairistes, de doter ces pays d'une économie prospère, de doter ces pays des citoyens consciencieux de leur avenir, maîtres de leur terre, de leurs richesses naturelles. Et il les disait. Et comme s'il les savait, il disait à tous ceux qui voulaient l'entendre, ne jamais trahir le Congo. Parce qu'il savait que, après avoir observé la classe politique, le comportement, les stéréotypes de l'homme politique congolais depuis l'époque coloniale et surtout après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, il a compris qu'on avait affaire à des affairistes, on avait affaire à des traîtres, on avait affaire à des gens qui n'avaient pas de vision. D'où son mot d'ordre, n'est jamais trahir le Congo. Mais nombreux ont trahi le Congo. Parce que les gens peuvent se poser la question, comment on peut trahir le Congo?
Mais lorsque, par exemple, on vend des actifs miniers, lorsque, par exemple, on ne protège pas l'intérêt supérieur de la nation, on vend des titres miniers valant espèce à vil prix, on trahit les Congos. Parce que un homme politique devrait en principe penser à l'avenir et non penser à ce qu'il est et ce qu'il doit être lui et sa famille. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Les 17 mai, nous devons célébrer les 17 mai. J'ai entendu des voix discordantes dire qu'il faut supprimer cette fête du calendrier de festivités de notre pays. J'ai dit non. J'ai dit non dans la mesure où cette fête nous rappelle la rupture d'une dictature de 32 ans. Et quand Mzee Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a apporté un autre discours. Dans ces pays, on a vu les gens danser, on a vu les cultes de la personnalité. Mzee, quand il est arrivé, vous n'avez qu'à voir dans les transports en commun, on s'est croisé les jambes et tout ça. On a fouetté un peu les Congolais. Je suis en train de me dire peut-être qu'on pouvait un jour revenir au fouet pour discipliner un peu les gens. Mzee a fait une lutte sans merci contre l'impunité. Il y a jusqu'au moment où je vous parle, des gens qui sont au gouvernement et même au Parlement, qui étaient arrêtés, mis aux arrêts par Mzee, tout simplement parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir détourné les deniers publics. Et d'autres ont payé des millions de dollars. Je ne vais pas faire la publicité des gens ici, mais au moins Mzee avait donné, il avait dit à ses interlocuteurs, à ses compatriotes, écoutez, vous avez volé, vous avez détourné les deniers publics, eh bien, remettez. La condition pour sortir des Makala était de donner une partie d'argent qu'ils avaient détourné. Et Mzee était le premier à envoyer ses ministres en prison. Ce n'est pas pour autant qu'il ne les appréciait pas. Eh bien, pour lui, il avait un autre discours. Il avait dit qu'il avait compris que si on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Et étant donné qu'il était nationaliste jusque dans les chromosomes, les impérialistes ont vu en lui un danger. Un danger parce qu'un tel monsieur, c'est un deuxième Lumumba, comme lui-même le disait à sa mère déjà quand il était enfant, que maman, moi je serais un deuxième Lumumba. Alors, il fallait coûte que coûte couper la tête et laisser le pays comme ça, à la merci des multinationales, des impérialistes qui pouvaient tirer les ficelles pour mettre des gens de leur choix ou surtout continuer à piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. J'ai dit qu'on doit maintenir cette date. Pourquoi? Parce que quelques années après la mort de Mzee, cette journée, 17 mai, a été dédiée à nos forces armées. Les gens ne le savent pas. Notre armée est la 9e en Afrique. La 8e, mais non. 8e même. Et nous avons des hommes et des femmes, des combattants qui acceptent de se faire trouer la peau, même pour rien, parce que la plupart des fois, la solde est détournée, même sans ration. Et on a vu, même déjà pendant la guerre mondiale, combien les militaires zaïrois, congolais à l'époque, étaient appréciés. Ils étaient capables de se battre du matin jusqu'au soir et sans toutefois aller chercher à manger ou à faire quoi que ce soit. Ce sont des hommes de terrain, ce sont des guerriers redoutables. Mais nous n'avons pas, dans ces pays, nous n'avions pas des journées vraiment dédiées à l'armée. Et lorsqu'on a pris le 17 mai, on a consacré ça à l'armée, et je vois la signature, la grosse signature de Joseph Kabila Kabange au rond-point Forescom, le mémorial qui a été dédié là, parce qu'on ne savait même pas où aller célébrer la mémoire de tous ceux qui ont versé de leur sang pour que nous puissions être en paix aujourd'hui. Et voilà que on a érigé ces mémorials et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde va quand même avec une gerbe de fleurs déposée, on organise des cérémonies là-bas. C'est un symbole très fort. Donc, il y a moyen de laisser cette date, mais de penser aussi à cette armée. Parce que quand vous regardez le budget de l'État, eh bien, c'est un budget de consommation. C'est un budget qui est là, c'est comme à la cueillette, là, le gros de notre budget, nous les dépensons pour le fonctionnement des institutions. C'est comme si la classe d'en haut est plus importante que la classe d'en bas.
Or, pour maintenir la paix dans notre pays, étant donné que nous avons ce que d'autres nations n'ont pas, nous avons des ressources naturelles stratégiques pour l'avenir, nous allons en parler, eh bien, nous devons avoir une armée très forte, et surtout très bien équipée, et surtout très motivée. Et pour motiver cette armée, il y a le livre blanc qui était rédigé par Kabila, à l'époque, je l'avais lu, mais qui est très ambitieux, mais qui n'a jamais été appliqué. Et donc, il faut non seulement mettre un terme à l'impunité, sanctionner sévèrement tous ces officiers et hauts gradés qui se permettent de détourner la ration, qui se permettent de détourner la solde, qui se permettent de consommer, de s'enrichir sur le sang des Congolais à l'Est, parce que ne nous voilons pas la face. Il y a des officiers qui sont impliqués, qui travaillent avec les forces négatives, qui reçoivent des financements à l'étranger et qui font même les trafics d'armes pour que nous puissions continuer à vivre ce que nous vivons à l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi moi j'ai dit, en patriote, convaincu et convaincant, le 17 mai, c'est une date très importante. Non seulement une grande page de l'histoire de notre pays a été tournée sous Mzé, et il faut reconnaître, spirituellement parlant, on peut dire que Mzé avait accompli sa mission. Il avait accompli sa mission, il a amené le peuple vers la terre promise. Mais il nous appartient maintenant à nous de protéger cet héritage-là. Il y a des valeurs que nous devons protéger. L'impunité, moi j'ai dit, c'est devenu un sport national dans ces pays où des gens peuvent se permettre de détourner les deniers publics, peuvent se permettre de faire n'importe quoi, et ils restent avec une opulence qui dérange tout le monde, et ils ne se posent même pas la question de voir ceux qui vivent à côté de chez eux. Pour eux, quand ils sont bien, eh bien, le monde s'arrête à leur petite famille, et tous les autres là n'ont qu'à aller se faire foutre, ils doivent aller en enfer. Non, il faut changer les choses. Voilà, il faut changer les choses. Qui dit 17 mai, c'est aussi ne jamais trahir le Congo. Jean-Marie Kassamba, on sent vraiment la révisitation de contrats. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, il y a déjà des campagnes qui sont en train d'être menées. Dernièrement, on a même suivi 154 associations des sociétés civiles qui sont contre la révisitation de contrats, parce que pour ces 164 associations de sociétés civiles, il y a certaines entreprises au niveau du Katanga, Ouachi et d'autres qui veulent la révisitation de ce contrat. Alors que pour d'autres, ils veulent certainement garder l'héritage de notre révolution. Et même Jérôme Sekana l'a soulevé, l'a dit, il appartient à nous de pouvoir gérer cet héritage laissé par M. Laurent Désiré Kabila. Je pense que l'héritage de Mzé, c'est aussi les valeurs. Mzé, ce n'était pas un homme d'argent. Vous savez, il est mort, personne ne peut montrer une maison que Mzé a construite et il a laissé. Personne ne peut montrer un compte en banque que Mzé a laissé. Personne ne peut montrer un seul enfant de Mzé qui a été nommé DG ou ministre. Mzé est venu pauvre. Il a géré le pays pendant 3 ans. Il est parti assassiné pauvre. Mais il avait des valeurs. La défense des intérêts de la République démocratique du Congo. Mzé payait ses ministres moins de 1 000 $. Ses ministres. Ses ministres roulaient dans des petites voitures, je pense, coréennes. Ou Mitsubishi, quelque chose comme ça. Mzé était quelqu'un qui avait un langage direct avec nos partenaires. Et il a, sur fonds propres, comme son fils plus tard, commencé à amorcer le développement de ce pays. Quand j'entends des gens dire d'une manière éhontée qu'il faut supprimer la date du 17 mai parce que ça ne représente rien, oubliant ce que ce pays était sous le monopartisme, le MPR, où le peuple était avili. Avili. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous chantez. Nous ici, jeunes, avant d'entrer à l'école, on devait d'abord chanter le matin. Oui. Ensuite, quelle que soit votre qualification, si vous n'étiez pas de telle obédience, telle province, etc., eh bien, moi, je n'ai pas été boursier malgré le pourcentage que j'avais à l'examen d'État.
Parce que je venais d'une province qui n'était pas bonne, le Kasaï. Surtout des Kabila comme moi. Oui, oui, surtout des Kabila comme moi. Surtout. Comme tu sais qu'il était de là-bas aussi. Et donc, vous comprenez, Mouzé a renversé tout ça. Il a fait ce qu'on appelle la révolution pardon. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On doit les valeurs de Tshisekedi, Étienne, les valeurs de Mouzé, les valeurs de 13 parlementaires, ces valeurs africaines, nous devons le préserver. Les mines dont vous parlez, mais ce sont nos mines. Les codes que Joseph Kabila a légués à la République démocratique du Congo, il était sous menace. Il était dans le viseur. On pouvait lui loger une balle dans la tête à tout moment. Hein, vous voyez, l'autre est parti, Kadhafi, Saddam Hussein est parti. Il n'y a pas un mois, Idriss Déby vient de partir. Le pétrole, tout était en jeu en ce qui concerne tous ces chefs d'État. Joseph Kabila a tenu bon devant ces majors pendant 8 heures du temps. Il leur a dit, moi je veux ce code, c'est pour la postérité. Jérôme Sekana a parlé de l'avenir. Nous ne devons pas revenir sur des choses qui sont immuables. C'est comme sur la démocratie. On est aujourd'hui en pluralisme démocratique. On voit même les ambassadeurs comme Peter Pham qui félicite le président Félix Tshisekedi bravo par rapport à ça. Écoutez, vous savez, Poutine dit, lorsque vous voyez quelqu'un vous féliciter, ce n'est pas parce que vous êtes le plus beau, c'est parce qu'il a envie de tirer quelque chose de vous. Nous sommes un peuple qui doit garder ouverts les yeux en toutes circonstances. Ces codes miniers protègent le patrimoine. On peut aller même plus loin que ça. Lorsque vous voyez les ONG, certaines ONG manipulées, essayer de dire il faut toucher. Lorsque vous voyez certains majors, et là je parle sous contrôle de Jérôme Sekana qui connaît bien les méandres de cette affaire, c'est que on veut pousser le président Tshisekedi à toucher à quelque chose de le plus sacré, c'est-à-dire revenir sur ce que nous, on a déjà gagné. Il faut aller plus loin que ça. Lorsqu'il parle 50-50, ça veut dire qu'il faut aller plus que ça. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, une de ces phrases où il dit il faut désormais 50-50, c'est que Kabila disait à son temps, c'est le discours que les majors, les miniers n'aiment pas entendre. Pourquoi? Parce que dans leur stratégie de fonctionnement, ils ont toujours privilégié, utilisé, sucé au maximum les richesses du pays, les matières premières, sans payer la contrepartie. Aujourd'hui, nous avons des matières stratégiques. Ces matières stratégiques, c'est on en parlera tout à l'heure avec la réunion de Paris. C'est le monde de demain, c'est la voiture verte, c'est la transition écologique, énergétique. Tout ceci, nous avons ça. C'est l'eau. Le président Tshisekedi a été en Égypte pour ces barrages de la Renaissance. Mais c'est que les Congolais, nous Congolais, on doit savoir. En Éthiopie. C'est que on ne nous fréquente pas pour le plaisir de nous fréquenter. Quand les Égyptiens viennent chez nous, ce n'est pas parce que nous sommes le plus beau, parce qu'on a besoin de notre eau pour renflouer les lacs Tchad. On a besoin de nos matières stratégiques pour les usines sensibles. On a besoin de nos terres arables. Par exemple, vous voyez, vers la frontière avec les Soudan, les Mboro qui viennent vers chez nous. Tout ceci, c'est en fonction de ce que nous représentons. Nous devons nous rappeler constamment l'héritage de Mouzé, 17 mai. Quand Jérôme Sekana a dit « ne jamais trahir le Congo », ça se pratique déjà. En quelle matière où les gens trahissent? Mais lorsque vous ne respectez pas la Constitution de la République, vous trahissez les Congos. Lorsque vous avez la signature, vous allez vendre les actifs de la RDC, vous trahissez les Congos. Lorsque vous allez dans les ambassades, vous êtes en train de donner les secrets d'État, les positions de la République, vous trahissez les Congos. Lorsque vous empêchez vos compatriotes de s'exprimer, vous diluez, vous distillez des messages de séparatistes, de haine, vous trahissez le Congo. Et donc, nous ne devons pas lésiner sur le moyen pour rappeler les fondamentaux à nos compatriotes. Ce pays est fragile, suffisamment fragile. En quelle matière? De paix. Vous avez vu que
depuis qu'on a annoncé l'état des sièges à l'Est, comment les pays de la sous-région s'agitent. En commençant par le Rwanda. On a même reçu la délégation rwandaise ici. Vous avez eu Obasanjo qui était venu ici. Vous avez entendu même certains diplomates en coulisses manipuler les médias périphériques pour discréditer les gens qui sont nommés. C'est pour que ça ne marche pas. Parce que, Jérôme Sekana l'a dit peut-être tout à l'heure, nos forces armées, numéro 9, bien évidemment, mais n'ont pas les moyens logistiques d'approvisionnement, les avions, les munitions nécessaires, le moral. Et on est sous embargo. Et on est encore sous embargo. Volontaire. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire pour déporter notre force de persuasion à l'Est, avec une base peut-être au niveau de Kisangani, d'approvisionnement rapide? Comment faire pour que nos frontières soient hermétiques à l'Est, la Kivu, un peu la frontière avec l'Ouganda, avec le Soudan? Vous savez qu'à Paris, on va parler tout à l'heure, il y a une réunion aujourd'hui sur la transition au Soudan. Okay. Il y a une misère noire au Soudan aujourd'hui, plus qu'à l'époque du président qu'on a défenestré. Nord-Soudan. Okay. Et donc, juste pour synthétiser, il est plus qu'urgent que le 17 mai soit une date sacrée. On l'a dédié, c'est devenu une date nationale. Les gens qui s'aventurent à dire oh, on doit désacraliser ça, les gens doivent travailler. On a tellement de dates fériées qui ne servent quasiment à pas grand-chose. D'ailleurs, nous sommes un pays qui travaille à mi-temps. On arrête de travailler à 16 heures, alors que le monde entier continue à travailler. Nous, à 16 heures, tout s'arrête. Voilà les réformes qu'il faut faire. Peut-être changer ça. Mais ne pas dire, oui, les gens doivent travailler le 17 mai. Non, c'est vraiment fort des cafés. Nous sommes un pays qui a besoin de symboles et Mouzé a amené ce pays dans un autre paradigme hein, du travail, de l'amour de la patrie, du renoncement. Et c'est cela qu'il faut faire. Voilà. Pourquoi les Congolais oublient vite? Bon, avant que je ne réponde à cette question, je plains beaucoup ceux qui ont les compagnons de la révolution de Mzé, notamment ceux qui ont dirigé M17, son parti PR. Et je suis en train de pleurer Babimbaï. Il est mort. S'il était vivant, je pense qu'aujourd'hui, il serait quelque part dans les médias. Il aurait déjà appelé oui, absolument. JMK pour parler. Aujourd'hui, on sent un silence de mort, un silence des cimetières. Alors, JMK a parlé de quelque chose de très important en ce qui concerne les miniers. Vous lui aviez posé la question. Laissez-moi d'abord féliciter Joseph Kabila Kabange. Vous savez, moi, je ne suis pas un politique. Si je devrais entrer en politique, moi je rêvais, je me disais qu'un jour j'allais être membre de M17 ou du parti d'Mzé, vu ce qu'il faisait. Mais depuis que j'ai vu tout ce qui s'est passé là, je n'ai jamais adhéré à aucun parti politique à cause de ces faiblesses-là, de ces stéréotypes négatifs qui collent à la peau de nos politiciens. Pourquoi je dis ça? Je dis ça. Moi, j'ai été recruté. Je vous informe que je n'ai jamais, moi, rencontré le président Kabila comme ça, parlé avec lui, de tout son règne de 18 ans. Je l'ai salué une seule fois dans ma vie à New York. Une seule fois. Mais moi, j'étais recruté à la présidence de la République en 2018 comme consultant en communication en charge des questions minières, mais également des télécommunications. Je vais laisser tomber un peu le côté télécom, je vais parler des mines. Le jour où le président de la République, à l'époque, a signé, a reçu d'abord les patrons miniers. La veille, j'ai été sur la chaîne nationale, je parlais, et je vous dis qu'il y avait des menaces de mort, des menaces physiques. On voulait obliger à Kabila de ne pas poser sa signature sur ces documents qu'on appelle aujourd'hui code minier. Parce que l'ancien code minier de 2002 accordait une part belle aux multinationales. Et ces multinationales voulaient continuer à piller les pays de cette manière. Et que le code minier de 2018 est venu sceller la rupture. C'est le meilleur code minier qu'on puisse avoir. Il y a des petites faiblesses là-dedans. Nous ne pouvons pas tout obtenir. Mais le président Kabila leur avait dit, monsieur,
Le Parlement a déjà voté, c'est pour la postérité. Je veux promulguer ce code. Contre vents et marées. Contre vents et marées. Et il m'avait été demandé, moi, de parler aux médias, une vingtaine de médias internationaux qui étaient là, et j'ai expliqué pourquoi. Parce que je connaissais, déjà en 2002, j'étais conseiller économique, conseiller en communication de Matungulu Mbuya Milankir. On a préparé ce texte-là à Lubumbashi. Donc, toutes les étapes jusqu'au vote. Et puis, quand il y a eu changement, on a travaillé là-dessus. J'ai dit ça pourquoi? Parce que ce code-là, l'actuel, nous permet de révisiter les contrats. Les contrats ont été signés, on a pillé, dépouillé la GECAMIN. Il y a une dizaine de joint ventures où les actifs miniers ont été vendus à vil prix ici à Kinshasa à 5 millions de dollars, 10 millions, pour être revendus à des centaines de millions, voire des milliards à New York, une semaine ou 2 semaines après. Et ça, nous étions la rusée de toute la planète parce que nos compatriotes, qui ne sont pas de véritables hommes d'État, ont vendu. Et notre constitution est claire en la matière. L'article 56 de notre constitution réprime cela. Et l'article 57 va plus loin de notre constitution, érige l'infraction de dépouiller, déposséder le peuple de ses ressources naturelles en une infraction de haute trahison. En d'autres termes, tous ceux qui ont vendu les actifs miniers, les titres valant espèces de nos mines et d'autres ressources naturelles doivent être jugés. Et nous sommes, je vous informe que nous sommes en train de préparer un plaidoyer très fort. Nous allons saisir la Cour constitutionnelle, nous allons saisir même les instances internationales pour appuyer ce que le président a dit à Kolwezi. Il est allé, il les a dit, droit dans les yeux. 50-50. Pas seulement 50-50. Il n'est pas normal que vous puissiez vous enrichir et que nous restions avec des cratères, nous restions pauvres. Parce que, regardez, il n'y a pas que de mauvais contrats. On a au niveau de la GECAMIN un contrat qui est très bien. C'est le contrat des IWA. Les Chinois ont investi plus de 880 millions de dollars dans ce projet-là. Et ça sera la plus grande mine d'ailleurs. Et vous savez, les parts de la République démocratique du Congo, 49% pour la GECAMIN. 51% pour les Chinois. Et avec, on a changé les modèles des contrats. C'est la répartition, donc le partage de la production. Cela veut dire, au lieu de donner à la GECAMIN de l'argent, ou comme on les dribble, les sociétés minières gonflent les charges, et plus tard ils disent que nous n'avons pas réalisé des intérêts, eh bien non, on partage la production, les minéraux. Nous-mêmes, nous allons vendre, nous connaissons le marché. Et qu'après avoir exploité la mine, 10 ans, tout cet investissement, les mines et tout ça, redeviennent, c'est ce qu'on appelle le BOT, Building, Operating and Training. Donc, ça revient à la RDC, à la République démocratique, la propriété de la République démocratique. Nous avons besoin de ce projet-là. Voilà pourquoi nous encourageons. Nous encourageons le président de la République à aller jusqu'au bout de la logique. Parce que, quelle est la démarche des multinationales? Les multinationales, au lendemain de la nomination, plutôt de la désignation, du vote, c'est-à-dire quand on a proclamé le résultat plutôt des élections, au lendemain de la proclamation des résultats par la CENI, que c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a gagné les élections, les multinationales, les mêmes qui étaient là, ont commencé à faire pression pour obtenir la révision. Or, dans ces codes-là, il est dit que ces codes ne peuvent être révisés que 5 ans après. Donc, ces multinationales doivent attendre pour qu'ils puissent encore avoir les intérêts. Ce qui n'a pas été fait, et je salue ici le comportement du président Tshisekedi qui avait dit que non, on ne va pas réviser. Maintenant, il y a des préalables, mon ami. Il y a des préalables pour qu'on en arrive là. Quels sont ces préalables? Et ces préalables, il faut vraiment qu'on nous écoute parce que nous avons travaillé là-dessus et nous avons des propositions concrètes. Nous devons recruter des cabinets
La GECAMINE a recruté quelques cabinets. Nous devons recruter des cabinets spéciaux. On ne revisite pas les contrats miniers comme ça. Le Botswana l'a fait. Vous savez, au Botswana, les diamants qui est exploité là, il y a des dividendes. Non seulement ils ont les fonds souverains pour l'avenir, c'est que chez nous, c'est encore vide, mais il y a des étudiants qui partent étudier aux frais des dividendes et des diamants, aux frais de l'État. Donc, il faut que nous arrivions à recruter des cabinets qui vont travailler avec la GECAMINE, aux frais du Trésor public, bien sûr, afin de concevoir les modalités pratiques de la révision. Même si nous ne révisons pas maintenant, parce que c'est un processus, mais qu'on engage déjà les démarches. Ça, c'est de 1. De 2, il faut la certification de nos gisements. Pourquoi on a vendu nos minéraux à vil prix? C'est tout simplement parce que nous ne connaissions même pas la teneur de nos minéraux. Vous avez un gisement qui vaut 10 milliards de dollars, vous allez le vendre à 5 millions de dollars, tout simplement parce qu'on vous dit que toi, tu auras 500 000 et tu vas t'acheter une voiture, tu vas t'acheter... C'est là où nous disons que nous n'avons pas d'homme d'État. Donc, il faut nécessairement qu'on arrive à avoir, qu'on certifie nos gisements miniers. Parce que lorsque les gisements sont certifiés, eh bien, nous pouvons lever les fonds à l'international. On peut aller à la bourse et dire que voilà, nous avons tel gisement, voilà ce que ça représente, donnez-nous des fonds. On peut même obtenir de prêts à cause de ces gisements-là. Et enfin, un autre élément très important. On va en parler peut-être plus tard, mais je dois en parler en ce moment. Pourquoi? Parce que le président de la République a décrété l'état de siège. Mais il a oublié quelque chose de très important. Moi, je pensais peut-être qu'en décrétant l'état de siège à l'Est, il devrait au même moment décider la suspension des activités minières artisanales dans cette partie de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les Rwandais s'agitent. Pourquoi? Kagame est à Paris, hein, on va en parler. Kagame est à Paris et tout comme stratège, il est en train de recevoir d'abord les anciens militaires qui étaient chez lui, mais nous savons très bien que vous aurez des retombées sur le plan stratégique. Alors, il faut interdire l'exploitation artisanale dans toute cette partie de la République démocratique du Congo. Je cite le Grand Kivu, c'est-à-dire le nord, le sud Kivu et le Maniema, la province orientale et puis même le Katanga. Il faut interdire l'exploitation artisanale. Pourquoi? C'est pour assécher les fours qui sont installés au niveau de l'Ouganda, au niveau du Rwanda, qui sont approvisionnés par ces groupes armés qui reçoivent armes, munitions et capitaux frais pour continuer cette sale besogne. Donc, ce sont des richesses du sang. En ces moments-là, lorsqu'on fait ça, eh bien, on va couper les groupes armés qui sont à l'intérieur de leur base arrière. Et ils n'auront plus l'argent. Ça, c'est la première. Mais il y a plus important que ça. Regardez, Kibali Gold Mining. La plupart des sociétés minières sont en train... Il faut revenir dans ce que nous avons appelé, l'autre fois, vous m'aviez reçu ici, dans le système belge. Le système belge, à l'époque, voulait que les mines qui sont exploitées sur l'ensemble du territoire national sortent par une seule porte qui est Matadi. Mais aujourd'hui, nous exportons par l'Afrique du Sud, nous exportons par la Tanzanie et tout ça, et ce sont des milliards que nous perdons. Et l'intégration économique n'est pas vraiment renforcée. Nous avons Kibali Gold Mining, qui a son quartier général logistique à Entebbe. Et ce sont des millions de dollars qui restent là-bas. C'est-à-dire quoi? Tous les avions, tout ce dont cette entreprise a besoin, cette société, descend d'abord à Entebbe, et puis ça sert à la population, à l'économie ougandaise, alors qu'à Iziro, à Bunia, on peut construire des aéroports pour accueillir les gros porteurs. Il faut interdire, ça c'est la deuxième décision, interdire l'exploitation l'exportation des minéraux congolais bruts par des frontières qui ne sont pas les nôtres. C'est une décision très importante. C'est-à-dire, on va me dire qu'il y a des tracts, il y a des gros véhicules. Ça peut se faire parce que le chemin de fer entre Lubumbashi via Kindu, passant par Kisangani, est là. On peut faire, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Et enfin, je dois insister là-dessus. Ce que nous devons comprendre, c'est quoi? La République démocratique du Congo est convoitée, ce n'est pas pour nos beaux yeux.
Nous avons tous les 60% des minéraux stratégiques en République démocratique du Congo, lesquels, je vais vous en citer 3. Nous avons le lithium. On vient de découvrir 1 milliard de tonnes de réserves au niveau des Manono. Et vous avez vu les Angolais montrer les biceps et tout ça, les Zambiens. C'est à cause de ça. Et vous voyez même de l'autre côté des Tanganyika, les gens de Kalemi, plutôt du Burundi, en train de s'agiter pour construire un port en eau profonde, un grand port. Non, c'est pour pomper l'exploitation. Il y a même l'Ouganda qui est en train de construire des routes dans notre pays. C'est pour faciliter l'évacuation des minéraux. On ne peut pas accepter, on ne peut pas tomber dans ces jeux-là. Il faut faire en sorte que les minéraux de lithium qui entrent dans la fabrication, donc il n'y a pas de transition énergétique dans cette planète sans la République démocratique du Congo. Passe par là, à l'intérieur, et sortent par Matadi. D'ailleurs, c'est ça qui va justifier la construction du port en eau profonde des bananas. Il faut nécessairement faire en sorte que au niveau ça c'est le lithium. À l'est, vous avez les colombo-tantalites. Les colombo-tantalites, c'est les coltans. Les coltans, cette appellation, il faut saluer les ingénieurs congolais qui étaient à la base de donner cette qualification-là au niveau scientifique. J'en parle parce que j'ai travaillé pendant plus ou moins 20 ans comme inspecteur de mines. Donc, les coltans, ça rentre dans la fabrication de non seulement des ordinateurs, mais également des piles électriques. Mais à côté de ça, vous avez les cobaltes. Le cobalt, donc 60% de la production mondiale provient d'ici. Et au jour d'aujourd'hui, on a une embellie. Hein, quand bien même ça bouge, on n'a pas encore atteint les pics de 2018 qui étaient de 95 000 $ la tonne métrique. Et c'était au moment où, vous voyez comment les multinationales, quand elles étaient venues, quand ils négociaient là, ils ont fait monter les enchères. Et vous savez ce qui s'est passé? Pour faire chanter la République démocratique du Congo, ils sont rentrés parce que nous exportons 90% de ces minéraux en Chine. Ils ont demandé à la Chine de vider ses réserves. La Chine a sorti ses réserves pour essayer de casser le prix. C'est ainsi qu'on est parti de 95 000 $ la tonne, on est redescendu jusqu'à 25. C'est maintenant que nous commençons à remonter vers 40. Vous comprenez ça? Parce qu'ils ne pouvaient pas, de manière indéfinie, continuer à utiliser ce qu'ils ont. Et pour maîtriser la chose, les Chinois très stratèges, ils sont venus racheter presque toutes les grandes mines, notamment des Tenke Fungurume Mining. Moi, j'ai eu la chance de visiter à Morenci, en Arizona, à Phoenix. J'ai eu la chance de visiter les 4 mines de Freeport-McMoRan, qui a 4 mines au niveau d'Arizona. Cette mine-là, c'est la plus grande mine, la plus grande réserve du Tenke Fungurume là, en termes de cuivre. Eh bien, les Chinois ont racheté ça et ils sont rentrés dans d'autres mines pour racheter. Pourquoi? C'est pour emmagasiner tous ces minéraux chez eux. Et le moment venu, ils vont revendre très cher. Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous gagnons? Nous ne gagnons rien si ce n'est que des miettes qu'on nous donne à travers les impôts, moins de 10% des recettes qu'ils ont. Donc, pour vous dire, pour me résumer, il y a des préalables, il y en a beaucoup, mais ce que je viens de donner ici, c'est un échantillon. C'est une très bonne chose. Le président de la République doit tenir bon. Nous devons soutenir. Mais attention, et il n'y a pas que les minéraux. Hein. Il y a le cacao. Il y a les cafés. Si ces pays limitrophes s'agitent, c'est parce que les jours où on prend la décision de fermer l'exploitation artisanale des minéraux d'or, de coltan, de la cassitérite dans la partie est, d'interdire l'exportation de cacao, de café, je vous dis que l'économie du Rwanda va piquer du nez. Voilà, merci. Alors, puisque vous parlez de l'économie, la relance de l'économie des États africains. Et aujourd'hui, il se tient certainement une grande réunion des chefs d'État africains au niveau de Paris pour réfléchir par rapport à cette thématique. Jean-Marie Kassamba, les financements, qui doit financer les économies? Comment ça sera certainement possible pendant cette période? Écoutez, je vais peut-être choquer, mais le coronavirus, ce n'est pas une maladie naturelle qui peut arriver, une pandémie qui pouvait bouleverser le monde. C'était une maladie créée en laboratoire pour stratégiquement
rééquilibrer l'économie mondiale. Ça fonctionnait. D'un côté, il y avait ces soucis de réduire la population mondiale qui devenait de plus en plus inquiétante, mais d'autre côté, les équilibres de pays. Ça a commencé en Chine, la Chine a maîtrisé ça assez rapidement, l'Europe occidentale, les États-Unis ont été secoués, mais aussitôt, ils ont développé eux-mêmes deux plans de relance à coût de milliards. Si vous voyez ce que Trump avait déjà commencé, ce que Biden est en train de faire aujourd'hui aux États-Unis, ils ont injecté suffisamment d'argent dans leur système économique pour essayer de non seulement contenir les chocs du coronavirus, mais aussi de remonter en économie, en termes d'investissement, de soutien aux entreprises qui ont été affectées, aux particuliers pour la consommation, etc. L'Europe, c'est la même chose. L'Europe occidentale se réunit pour voter des budgets colossaux, des milliards, à redistribuer par pays avec les soutiens, notamment au niveau de chaque pays, pour voir comment relancer leur économie. Mais le continent qui est en mal, c'est l'Afrique. Pourtant, l'Afrique, elle est pourvoyeuse de matières premières. Pourtant, l'Afrique, elle est pourvoyeuse aussi de la main-d'œuvre. Pourtant, l'Afrique, c'est le marché. Aujourd'hui, c'est 2% et demi du commerce mondial qui passe par l'Afrique. Donc, c'est peanut. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on nous présente à Paris. On va vous dire, nous allons mobiliser les moyens pour développer les pays africains. Si je vous donne un exemple simple avec le vaccin. 95% des vaccins aujourd'hui, c'est détenu par les pays occidentaux. Certes, chez eux où le corona a le plus frappé, mais ils n'ont pas daigné donner aux pays du Sud le vaccin nécessaire. Malgré COVAX, COVAX, c'est la politique de... Qui n'a plus d'argent. Hein. Oui, COVAX n'a pas d'argent. Okay. On n'a plus d'argent. On vous a envoyé quelques masques, un peu... parfois même des vaccins obsolètes. Nous, on a d'ailleurs rendu une partie des vaccins que nous avons ici. Et la France, comme elle est spécialiste en matière diplomatique, elle use de ces leviers pour compter dans le concert des nations. Et on a fait venir qui en France? La directrice générale du Fonds monétaire international, qui est la banque Christine Lagarde. Non. Ce n'est pas la Christine Lagarde. Christine Lagarde a déjà quitté. Cette FMI, ce fonds, pardon, ce FMI, c'est la banque de pays riches. Ces pays riches endettent le pays du Sud via la Banque mondiale, certes, mais surtout via le Fonds monétaire international, à des taux, parfois exorbitants, à des conditions souvent inacceptables. Aucun pays au monde ne s'est jamais développé avec le Fonds monétaire international. Regardez, Macron fait venir le chef d'État africain pour relancer leurs économies et il met à côté qui? Le FMI. Pour dire quoi? Et il y a des volets. Le premier volet, c'est vous êtes déjà endetté, comment faire pour vous faire miroiter le c'est désendettement. Kristalina Georgieva. Voilà. Vous dire, voilà, peut-être vous n'avez pas remboursé votre dette, on va un peu cristalliser la dette d'avant, on va peut-être vous effacer quelque chose, mais en réalité, on ne va rien nous donner du tout. On va, certes, essayer de nous endetter encore, et surtout, essayer de minorer le poids de la Chine. Parce que la Chine transfère du cash rapidement aux pays du Sud. Et pour peser, être présent dans nos pays, les Occidentaux ont besoin aussi de nous tenir par la dette. Et ce qui va se décider à Paris, c'est nous rappeler, nos pays africains, oui, vous avez fait le choix de la Chine, etc. À nous, ici, on avait 9 milliards de dollars. On nous a fait la pression, rappelez-vous, à l'époque de Strauss-Kahn, qui est venu pour dire, voilà, renoncez à vos 9 milliards de dollars. Nous, FMI, on va vous enlever le PPTE, on va peut-être vous prêter encore de l'argent. De toutes ces promesses, nous on a consommé que 3 milliards. Il n'y a encore rien qui a été fait de concret. Et donc, on fait venir notre président de l'Union africaine, certes, mais surtout président du pays qui détient le plus de matières premières pour stratégique, Jérôme Sekana l'a rappelé, pour l'avenir. Et nous avons aussi, non seulement les terres, mais aussi la population qui consomme. De faire quoi? Si vous vous rappelez bien ce que l'ambassadeur américain, Peter Pham, a dit, il faut, Peter Pham, c'est les conseillers là, celui qui était des Grands Lacs, on va renégocier les contrats. C'est-à-dire qu'on veut désactiver la Chine de l'influence congolaise. On va dire,
oui, Félix Tshisekedi, nous vous soutenons dans votre guerre contre la Chine, dans votre révisitation des contrats avec la Chine. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va vous emprunter, on va vous prêter plutôt de l'argent via le FMI pour relancer votre économie. Vous allez renoncer au contrat que vous avez avec la Chine. Politiquement, on va vous soutenir. Et je pense que ça va marcher. Oublions les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Parce que si la Chine aujourd'hui nous traîne en justice au niveau de l'OMC, ce sont des procédures avec les fonds vautours qui vont peut-être saisir nos avoirs, et ça s'est déjà produit dans d'autres pays. Et que si nous-mêmes, on n'est pas stratège, Jérôme Sekana l'a rappelé, pour capitaliser sur nos matières premières, parce que la Chine a déjà autant de mines chez nous. La Chine prête à l'Occident, la Chine prête aux États-Unis d'Amérique. Nous, on se met en conflit avec la Chine, on va avoir des difficultés à relancer notre économie. D'abord, on n'aura pas du cash vite. De deux, les promesses qu'on a toujours données à nos pays par les Occidentaux ne sont toujours pas suivies. Je vous rappelle quand même. Le 5 décembre 1997, à Bruxelles, j'y étais moi, lorsque les amis du Congo se réunissent avec Musée pour lui donner des garanties de financement de sa politique parce qu'il venait de renverser Mobutu, etc. Toutes les promesses qui ont été faites n'ont pas fonctionné. Musée n'a rien eu. C'est pour ça qu'il est rentré au Congo. Il a dit, je vais fonctionner avec les moyens propres. Le pays qu'il avait trouvé à la Banque centrale, un peu à la MIBA, etc. Joseph Kabila, après le dialogue intercongolais, on lui a dit, avec le nouveau code, parce qu'il avait mis en place des réformes, etc. Il dit, voilà, désormais, après les élections de 2006, on va vous donner les moyens pour reconstruire votre pays. Il a attendu. Rien n'est venu. C'est là qu'il est tombé dans le modèle angolais des trocs ressources contre financement. C'est que Dos Santos faisait déjà. Et c'est Katumba Mwanke qui avait vu ça en Angola, qui a aussi glissé le mot à Joseph Kabila, et ils ont étudié cette option, ils ont levé l'option sur ces trocs avec les Chinois. Tous les malheurs de Joseph Kabila ont commencé par là. Les liquidités pour pouvoir développer ce pays. Et donc, cette énième conférence de Paris, la zone franc, certes, avec les francs CFA, ça va fonctionner. Hein, vous savez, eux, ils ont leurs avoirs à la Banque centrale, enfin, la Banque de France ou la Banque au niveau de l'Union européenne. Leurs exportations passent par là. Ça va fonctionner beaucoup plus facilement. Mais nous, ça fonctionne sur base de chantage. On vous soutient, vous restez en place, renoncez à ceci. Sinon, on vous fait la guerre. Parce que si Félix Tshisekedi essaie d'appliquer la politique, ou plutôt les discours qu'il a tenus à Kolwezi de 50-50, en rappelant à ces miniers que désormais, messieurs, vous devez aussi penser au bonheur du peuple congolais, eux, comme ce sont des capitalistes pur sucre, oui, ils vont dire tout simplement, on pensait qu'on avait affaire à quelqu'un qui allait jouer le jeu, mais apparemment vous êtes un peu comme Kabila père, comme Mobutu, parce que les malheurs de Mobutu sont arrivés lorsqu'en 1974, il a fait un discours pour dénoncer l'impérialisme. Vous vous rappelez? Eh bien, en 1978, on lui a fait les 13 parlementaires qui ont donné ce que vous avez connu aujourd'hui, des révolutions. Et donc, qu'on ne soit pas naïf, j'aurais voulu, et je vais terminer par là, oui, qu'à la réunion de Paris, qu'on ait amené des conseillers du président qui travaillent avec lui au niveau de l'Union africaine. Par mes canaux, j'ai appris que le professeur Tumbaloaba est resté à Kinshasa. C'est lui qui devait lui faire des fiches avec son équipe sur le rôle de la RDC au niveau de l'Union africaine. Est-ce que le gouverneur de la Banque centrale est parti? C'est lui le gouverneur pays, notamment. Est-ce que le ministre des Finances est parti? Il est là. Bon. Et donc, et sur le plan de la communication, comment capitaliser sur ce que le président a dit à Kolwezi? Vous voyez, ce sont tous ces manquements sur lesquels nous devons avoir un discours clair, travailler pour que le Congo gagne toujours. Voilà, gagne toujours. Voilà, Jérôme Sekana, en quelques mots pour terminer. Oui, écoutez, il y a un problème de casting au niveau de la présidence de la République. Casting. Oui. Comme le disait JMK, j'ai vu ce matin, parce que le chef de l'État a été reçu ce matin par Madame Kristalina, qui est la directrice générale du FMI. J'ai vu à ses côtés le ministre
des Finances, mais je n'ai pas vu le gouverneur de la Banque centrale, qui se trouve être le gouverneur pays de la République démocratique du Congo au Fonds monétaire international. Et je n'ai pas vu aussi les délégués, les collaborateurs du chef de l'État qui l'accompagnent au niveau de l'Union africaine. Je pense que des choses comme ça, il faudra les éviter. Au niveau de la présidence de la République, chaque fois quand l'autorité veut se déplacer, il faut savoir qui doit l'accompagner. Les gouverneurs de la banque, plutôt les présidents de la Banque mondiale se trouvent aussi à Paris. Et dans notre pays, les gens ne le savent peut-être pas, nous avons 2 gouverneurs au niveau des institutions de Bretton Woods. Le ministre des Finances, il est le gouverneur pays de la République démocratique du Congo à la Banque mondiale. C'est le point focal de la Banque mondiale ici. Tandis que le gouverneur de la Banque centrale, il est le gouverneur pays de la République démocratique du Congo au Fonds monétaire international. La réunion de ce matin, l'audience de ce matin, pourquoi le président l'a tenue, a échangé avec la directrice générale du Fonds monétaire? Parce que le Fonds monétaire international vient de mettre sur la table des pays en difficulté après la Covid, donc pendant cette période de la Covid, 650 milliards de dollars de ce qu'on appelle le droit des tirages spéciaux. Et là-dedans, il y a 34 milliards de dollars pour l'Afrique, dont 24 milliards pour les pays, pour l'Afrique subsaharienne. L'argent sera donné, c'est pour renforcer les réserves d'échange de ces pays. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, vous savez, nous ici, les réserves d'échange fondent comme neige au soleil. C'est timidement maintenant que ça commence à remonter parce qu'on se permet même d'utiliser les réserves d'échange pour des dépenses courantes, ce qui est extrêmement grave. Parce que là, quand on reste avec un matelas de plus ou moins 2 semaines d'importation, c'est extrêmement grave. Ça dénote la mégestion. Certes, le cadre macroéconomique est stable, légèrement stable. Nous devons encore renforcer la mobilisation des recettes, surtout que les recettes sont en train d'augmenter au niveau des régies financières, ce qui est une bonne chose. Mais il faut aller plus loin. Il faut mobiliser plus ou moins 1 milliard de dollars le mois. Et c'est possible parce que la DGI a mobilisé 550 millions de dollars rien qu'au mois d'avril. Et si vous prenez ce que la DGDA a mobilisé, la DGRAD, on peut s'approcher de 1 milliard. Donc il y a moyen, au niveau des toiles d'araignée, nous travaillons. Déjà la semaine prochaine, on va proposer au Premier ministre des propositions concrètes pour accompagner le gouvernement afin que nous puissions mobiliser, et c'est faisable, 1 milliard de dollars le mois, de sorte que à la fin de l'année, nous puissions avoir, ne serait-ce que, atteindre le budget de 12 milliards. Donc pour clôturer, la France n'a pas d'argent. Macron sait très bien qu'il n'a pas d'argent, mais il est en train de tirer son épingle du jeu. La France a la matière grise. La France sait très bien qu'il y a des guerres entre les États-Unis et la Chine sur la gestion des ressources naturelles, notamment des minerais stratégiques. Et nous devons saisir la balle au bon. Contrairement à ce que disait Jean-Marie, nous devons être stratèges, nous aussi. C'est-à-dire appuyer la révision des contrats miniers, que nous puissions transformer tous les mauvais contrats, nous puissions les convertir au type contrat des IWA, de sorte que nous puissions vraiment tirer le maximum des intérêts. Mais attention, et même les multinationales ne sont pas prêtes à pouvoir quitter la République démocratique du Congo, surtout que le cours monte. Il faut négocier. Il faut négocier de sorte que nous ne les chassons pas, ils restent là, même si nous n'arrivons pas à avoir 50-50, comme a dit le président de la République. Si nous remontons, au lieu des 10, on remonte à 30, et voire même à 35, à 40, et qu'on touche réellement les dividendes de nos parts dans l'actionnariat, eh bien ça peut marcher. Et attendre 5 années après, comme le veut le code minier, eh bien nous allons révisiter les contrats, nous serons en position de force. Ne pas saisir cette opportunité, ça serait dangereux également pour nous. Merci beaucoup à Jean-Marie Kassamba, merci à Jérôme Sekana pour ces brillantes réflexions. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.